Un monde sans France, je n'ose même pas l'imaginer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Hexagone. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la France dans le monde. Nous connaissons bien sûr la France métropolitaine et ses territoires d'outre-mer, mais saviez-vous que la France possédait d'autres territoires plus méconnus dans le monde? En effet, la France est propriétaire de différents lieux, en Israël, en Italie, en Allemagne ou encore au Royaume-Uni. Commençons tout de suite. Nous débutons notre voyage en Israël, et plus précisément dans la ville sainte, Jérusalem. La France y possède 4 domaines. Le plus connu est sûrement le domaine national de Sainte-Anne, avec les différentes incartades des présidents français à l'entrée du site. Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Ce territoire est situé dans la vieille ville de Jérusalem. On peut y trouver une basilique dédiée à Sainte Anne, la mère de Marie. C'est d'ailleurs au niveau de la basilique que, d'après la tradition orientale, la maison d'Anne et Joachim, parents de Marie, était établie, et ainsi la Vierge Marie y serait née. La basilique, que l'on peut voir aujourd'hui, fut construite par les croisés en 1140. On peut aussi trouver principalement sur le territoire français la piscine de Bethesda, lieu où Jésus aurait accompli un miracle, celui de guérir un paralytique. Ce territoire offre vraiment un cadre historique et religieux exceptionnel, qui plus est un véritable havre de paix au milieu de la vieille ville. Et comment la France est-elle devenue propriétaire de ce territoire? Eh bien c'est le sultan ottoman Abdülmecid Ier qui offrit ce lieu à la France, en remerciement de l'aide apportée par l'Empire français de Napoléon III dans la guerre de Crimée. En effet, la France vint en aide à l'Empire ottoman pour contrer l'expansion russe et éviter la chute de l'Empire ottoman. Mais y'a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Oh mon Dieu! Merci. La France fut la plus grande force en présence du côté allié avec près de 50% des effectifs des belligérants alliés et elle remporta de grandes batailles aux côtés de ses alliés, comme la bataille de l'Alma ou encore la bataille de Malakoff, provoquant la fin du siège de Sébastopol et par conséquent la fin de la guerre. La France possède aussi les Léonats. Ce domaine, grand de 6 hectares, se trouve au sommet du mont des Oliviers. On y trouve un lieu saint très important, la grotte dite du Pater. En effet, c'est ici que Jésus de Nazareth aurait enseigné à ses disciples le Pater Noster, la prière la plus répandue dans la chrétienté. Si ce territoire revint à la France, c'est grâce à Aurélie de la Tour d'Auvergne. La princesse fit l'acquisition de ce lieu en 1866. Elle y fit ériger un cloître d'après des plans attribués à Eugène Viollet-le-Duc, mais aussi un Carmel. Elle fit don du site à la France par la suite. Le corps de la princesse repose aujourd'hui dans la chapelle du Carmel. L'une des spécificités de ce domaine est que l'on peut y trouver la prière du Pater Noster sur plus de 170 plaques en autant de langues. Ce domaine français est maintenant un site très touristique avec une vue exceptionnelle sur la vieille ville de Jérusalem. Une autre des enclaves françaises à Jérusalem est le tombeau des rois. Longtemps considéré comme le tombeau des rois de Judée. Mais enfin, il va la reconnaître. Comment ça? Bah, je sais pas, le nez déjà. Les oreilles, les doigts, les yeux. Il s'agit en fait d'un ensemble de tombes juives monumentales, dont le tombeau de la reine Hélène d'Adiabène. Cet ensemble est composé d'un escalier monumental, d'une cour, d'un vestibule ainsi que des salles hypogées, renfermant 31 tombes. Le sarcophage de la reine se trouve aujourd'hui au Louvre. Le domaine fut acheté par les frères Pereire, de célèbres banquiers français du Second Empire, qu'ils donnèrent à la France en 1886. Enfin, le quatrième et dernier de ces domaines nationaux en Terre Sainte est l'abbaye Sainte-Marie de la Résurrection d'Abou Ghosh, située dans la ville du même nom à l'ouest de Jérusalem. C'est en 1873 que ce site devint français. Elle fut offerte par le sultan Abdulaziz en compensation de la perte de l'église Saint-Georges de Lydda, que les Grecs orthodoxes avaient investie. Enfoncez-moi cette porte! Ça va toi, on t'a pas demandé ton avis. Dans leur nouveau domaine, les Français construisirent un monastère autour d'une ancienne commanderie hospitalière, qui comprenait une église et une crypte, bâtie par les croisés. L'église est l'un des plus beaux vestiges de l'architecture franque en Terre Sainte. On peut y voir des magnifiques fresques du plus pur style byzantin datant du XIIe siècle, constituant un ensemble unique au Proche-Orient. Quittons l'Israël et prenons le chemin de l'Italie. La France y possède les pieux établissements de la France à Rome et à Lorette. Commençons par une église au nom peu évocateur pour la France, l'église Saint-Louis des Français. Sa construction a été financée par les rois de France, Henri II et Henri III, mais aussi Catherine de Médicis ou encore le duc Charles III de Lorraine.
Dès son achèvement au XVIe siècle, au cœur de Rome, elle fut consacrée comme l'église nationale des Français à Rome. On peut observer le caractère français de cette église sur sa façade, avec des sculptures d'illustres personnages de l'histoire de France, comme Charlemagne, Saint-Louis ou encore Sainte Clotilde. Une grande partie du décor intérieur a été réalisée par l'architecte lyonnais Antoine Dérizet. Que ce soit de la façade de l'église ou son intérieur, il s'agit d'un monument exceptionnellement beau, mais qui en plus contient 3 chefs-d'œuvre. 3 tableaux du Caravage consacrés à la vie de Saint Matthieu. Ces œuvres ont fait de l'église française l'un des monuments les plus prisés de Rome. Le palais Saint-Louis des Français, mitoyen et dépendance de l'église, fait aussi partie des établissements français à Rome. Il fut construit par le cardinal de Polignac pour accueillir la communauté religieuse française. L'ensemble trône sur la place Saint-Louis des Français. Continuons avec l'église de la Trinité des Monts, une autre église mondialement connue. Elle fut érigée grâce à Charles VIII, qui fit l'acquisition d'un terrain de 6 hectares en 1494. Au terme d'un siècle de travaux, l'église fut consacrée. Elle se distingue par sa façade et ses 2 clochers typiquement français, et ses chefs-d'œuvre de Daniele da Volterra. L'église domine aujourd'hui la place d'Espagne et le très célèbre escalier de la Trinité des Monts, construit à la gloire de la France entre 1723 et 1725. Le couvent, qui jouxte l'église, fait aussi partie des pieux établissements à Rome, tout comme leur jardin. Le couvent est composé de pièces exceptionnelles, comme le réfectoire, la bibliothèque ou encore la chambre, dite du perroquet. L'ensemble de ces constructions sont aujourd'hui un incontournable lors d'une visite de la ville éternelle. La France possède aussi l'église de Saint-Claude des Francs-Comtois de Bourgogne. Suite à une importante émigration des Francs-Comtois à Rome, au début du XVIIe siècle, ceux-ci firent l'acquisition d'une ancienne église située place San Silvestro. Celle-ci fut détruite, mais reconstruite par les plans d'Antoine Dérizet. Encore lui, qui fut par ailleurs le premier prix de Rome en architecture. Comme les 2 autres églises que nous allons voir par la suite, le rattachement du comté ou des duchés à la France ont fait que celles-ci ont rejoint les pieux établissements de la France à Rome et Lorette. Passons alors à l'église Saint-Nicolas des Lorrains. Faisons d'abord un peu d'histoire. La confrérie des Lorrains de Rome, fondée en 1508, ne disposait initialement que d'une chapelle au sein de l'église Saint-Louis des Français. Mais ils obtinrent de la part du pape Grégoire XV une vieille église, Saint-Nicolas in Agone, en 1622. C'est grâce au legs de 500 écus du sculpteur lorrain, Nicolas Cordier, à la confrérie, que l'église fut totalement reconstruite par l'architecte lorrain François Desjardins. La décoration intérieure fut réalisée par des peintres lorrains et italiens. D'apparence peut-être simpliste d'extérieur, l'intérieur du monument offre un magnifique spectacle. Le duché de Lorraine fut ensuite rattaché à la France en 1766. Finissons avec les églises françaises à Rome par l'église Saint-Yves des Bretons de Rome. L'église que l'on peut admirer aujourd'hui fut achevée seulement en 1888. En effet, l'ancienne église, bretonne depuis le milieu du XVe siècle et française depuis 1582, tomba en ruine suite à son abandon au cours du XIXe siècle. L'église initiale fut donc démolie puis immédiatement reconstruite. Heureusement, des éléments de l'édifice antérieur furent réutilisés pour l'édifice actuel. Quittons Rome pour quelques instants et allons voir du côté de Lorette. Suite au legs du cardinal de Joyeuse, ambassadeur d'Henri IV auprès du Saint-Siège, les pieux établissements de la France à Rome et à Lorette disposent d'une fondation à Lorette. Celle-ci comprend une maison dans le centre-ville et quelques hectares de terre dans les alentours de Lorette. Cette présence est due à l'existence d'une chapelle française dans la basilique de la Sainte Maison de Lorette. De retour chez les Romains, juste à côté de l'église de la Trinité des Monts se trouve la Villa Médicis. Elle héberge l'Académie de France à Rome. C'est en quelque sorte l'ambassade de l'art à Rome pour la France. Soit dit en passant, nous traiterons les plus belles ambassades de la France à l'étranger dans une future vidéo. Nous ne parlerons donc pas ici de la Villa Bonaparte ou du Palais Farnèse. Revenons-en à la Villa Médicis. Le palais fut bâti au XVIe siècle, grâce au cardinal italien Giovanni Ricci. Quant à l'Académie de France à Rome, elle fut fondée en 1666 sous l'impulsion de Colbert et du Bernin.
Elle occupa différents palais comme le palais Caffarelli, le palais Capranica ou encore le palais Mancini et enfin dans la villa Médicis, grâce à Napoléon Bonaparte. L'occasion pour nous de faire un clin d'œil à l'empereur français dont on vient de célébrer le bicentenaire de sa mort. La France dispose donc d'une villa avec de splendides décors et de magnifiques jardins surplombant Rome et permet donc de profiter d'une vue imprenable sur la ville. L'Académie française à Rome a vu passer d'illustres artistes comme Garnier, Ingres, David, Fragonard, Manet, Degas, Delacroix, Debussy, Berlioz, Bizet ou encore Carpeaux, et bien d'autres. C'est elle qui récompensait les jeunes artistes par le fameux prix de Rome. Les premiers prix furent décernés depuis 1666 mais prirent fin en mai 68. Allons voir du côté de l'Outre-Rhin. La France possède en Allemagne la forêt de Mundat, un total de 680 hectares. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la forêt fut réunie provisoirement à la France pour alimenter en eau la ville de Wissembourg, puis fut annexée en 1949 au département du Bas-Rhin, suite aux rectifications de frontières du général Koenig, commandant en chef des troupes d'occupation françaises en Allemagne. Après des années de conflit, un accord fut trouvé sur la restitution de la souveraineté de l'Allemagne. Mais la France resta le propriétaire et le gestionnaire de la forêt. Terminons ce tour des domaines français par nos voisins britanniques. La France possède les domaines français de Sainte-Hélène. En effet, cette île perdue dans l'océan Atlantique et lieu du second exil de Napoléon Ier contient 3 domaines français. La maison de Longwood, dernière demeure de Napoléon, en fait partie au même titre que la vallée du Tombeau. Ces 2 territoires furent achetés par Napoléon III et devinrent français en 1858. Le 3e domaine est le pavillon des Briards, qui est la première demeure de l'empereur sur l'île. Elle devint française en 1959, suite au don de sa dernière propriétaire. La visite de ces domaines français doit offrir un témoignage émouvant des dernières années d'un des plus grands personnages, si ce n'est le plus grand personnage de l'histoire de France. Le dernier domaine se trouve près de chez nous, dans les îles anglo-normandes et plus précisément l'île de Guernesey. Il s'agit de la maison de Victor Hugo, nommée Hauteville House. C'est d'ailleurs ici qu'il écrivit Les Misérables, ou L'Homme qui rit. Aujourd'hui, la maison fait office de musée qui rend honneur à l'immensité de l'écrivain. Ce domaine français est la propriété de la mairie de Paris et non de l'État français, qu'elle obtint suite au don des descendants d'Hugo en 1927. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, la commenter et la partager. Rendez-vous donc à la prochaine vidéo.